Le prochain exposant, prochain orateur est Jean-François Kemp, donc, que nous avons déjà présenté, ancien président de la Société française d'arthroscopie et futur président de la SOFCOT. Donc Jean-François, merci d'avoir organisé ce superbe symposium en novembre passé avec Philippe Collin sur les résultats de la réparation arthroscopique de la coiffe des rotateurs. Merci Gilles. Une fois de plus, je tiens quand même à dire que c'est quand même toi qui nous as appris toutes les astuces opératoires à ciel ouvert de la butée. Tu es très modeste, mais quand même, il faut le redire. Donc, tu m'as confié le sujet, la place de l'arthroscopie dans la chirurgie de la coiffe des rotateurs. Alors, la réponse va en fait découler, là vous voyez une réparation arthroscopique, la réponse va découler d'une très importante étude que nous avons faite au sein de la SOFCOT et qui a permis de revoir plus de 1000 patients à 10 ans, c'est-à-dire la grande question, qu'est-ce que ça donne cette chirurgie qui est assez à la mode maintenant, qu'est-ce que ça donne à 10 ans et même, vous allez voir, à 20 ans. Donc, ce symposium, je ne vais pas vous détailler tous les participants, mais il y en a déjà un certain nombre dans la salle. Nous avons réuni 15 centres experts libéraux ou hospitalo-universitaires en chirurgie de l'épaule, et nous avons donc pu avoir cette très importante population, je répète, revue à 10 ans minimum, puisque les patients étaient opérés en 2003. Nous avons trouvé 1029 patients, et parmi ceux-ci, on a pu quand même en revoir sur le plan clinique 549, et sur le plan clinique et IRM, c'est un chiffre extrêmement important, 428 IRM de contrôle à 10 ans. Alors, là, je vais un tout petit peu faire de l'anatomie, puisqu'il faut quand même, la coiffe des rotateurs, c'est un générique un peu vague. Il faut distinguer les lésions. Hein. Bien sûr, les lésions isolées d'un tendon sont en général moins sévères que les lésions de plusieurs tendons. Et nous avons donc étudié les lésions du supraépineux isolé, du sous-scapulaire isolé, et puis les lésions plus étendues à 2 tendons et plus. Alors, voilà la classification. Je ne vais pas vous embêter avec ça, ce n'est pas trop le sujet. Le gros groupe étudié d'ailleurs par Gilles Walch et son partenaire Arnaud Godnech, le plus gros contingent, c'était les lésions isolées du supraépineux, pour lesquelles, je vous rappelle, il y a 10 ans à peu près, je crois que c'était en 2001, nous avions participé avec Gilles d'ailleurs à un symposium sur les ruptures de la coiffe, et à l'époque on disait on ne peut faire que de la chirurgie arthroscopique que pour les supraisolés et en dessous de 60 ans. Hein, c'était comme ça, c'était assez restrictif, c'est même moi qui ai écrit l'article. Et bien les choses ont beaucoup changé, puisque finalement, cette chirurgie marche bien, vous le voyez, on obtient des scores de constant, je ne le détaille pas, mais en gros, si vous voulez, on obtient plus de 100% de constant pondéré, ce qui veut dire que ce sont des épaules quasiment, enfin pas quasiment, qui sont normales. Et les patients sont contents. Et Luc Favard, qui a été chargé d'études transversales sur tous ces groupes, a parfaitement résumé les choses dans une diapositive qui est la sienne. Les résultats sont bons. La cicatrisation est étonnamment fréquente et constatée, je rappelle, à 10 ans, 81% globalement et 90% si la dégénérescence graisseuse décrite par Daniel Goutalier était nulle. Il a objectivé que la cicatrisation influait positivement le résultat clinique. Il a aussi parfaitement isolé le fait que l'infiltration graisseuse correspondait au défaut de cicatrisation ou à l'absence de cicatrisation. Et enfin, une dernière chose qui était un petit peu... on était un peu en opposition là entre le groupe lyonnais et niçois concernant le chef-long du biceps, puisqu'on a trouvé que dans cette population, on peut se contenter de le conserver s'il apparaît normal à l'opérateur et s'il n'est pas instable. Le deuxième groupe, d'ailleurs étudié par Laurent, qui aime beaucoup le sous-scapulaire, qui n'est pas loin de l'apophyse coracoïde, donc c'est peut-être pour ça que son amour pour la butée est venu de son amour très ancien du sous-scapulaire. Donc c'est Laurent qui a étudié ça avec son équipe, et là aussi il a parfaitement objectivé que finalement à 10 ans, ces lésions qui n'avaient pas très bonne réputation, les résultats sont tout à fait satisfaisants, mais ils sont quand même moins bons que le supraépineux isolé ou les lésions postérieures. Il a montré un taux de cicatrisation de 90%, mais ces muscles étaient souvent le siège d'une dégénérescence graisseuse, et donc même à 10 ans, on peut quand même craindre que ça se dégrade dans le temps. Concernant les lésions qui débordent vers l'avant, donc vers le sous-scapulaire, mais avec atteinte du supraépineux, on avait 92 cas, c'est Laurent Nové-Josserand de Lyon qui nous l'a analysé, et là aussi, il a bien montré que les résultats à 10 ans sont satisfaisants, avec un score de constant qui est très, très, très satisfaisant.
Mais il a identifié un facteur pronostic important, c'est l'étendue de la lésion du sous-scapulaire. Si ce sous-scapulaire est complètement rompu, le résultat clinique va se dégrader. Il en a conclu aussi qu'il y avait une relation entre la cicatrisation du supraépineux et du sous-scapulaire, l'un tenant l'autre. On va aller un peu plus vite. Concernant l'extension postérieure, donc en arrière vers l'infraépineux, voire le teres minor, c'est Michel Colmar qui nous a fait cette analyse avec Hervé Tomaso de Rennes. Et là aussi, les résultats, pourtant c'est des lésions considérées comme graves, ces lésions finalement permettent quand même d'obtenir des résultats, une nette amélioration clinique de nos patients, mais avec un taux de cicatrisation qui n'est pas optimal, 68%, un taux de dégénérescence graisseuse relativement important à 10 ans et une amyotrophie. Dont la déduction de ce symposium, une des premières conclusions, c'est qu'il vaut mieux éviter ces extensions soit vers l'avant, soit vers l'arrière, et opérer les gens plus tôt. Quant aux grandes lésions dites de 3 tendons, les antéro-supérieurs, antéro-postéro-supérieurs, analysées par Pierre Mansat de Toulouse, et bien là aussi, paradoxalement, ces lésions considérées comme graves, à ciel ouvert comme sous arthroscopie, permettent quand même d'obtenir un score de constant relativement satisfaisant avec des patients qui sont contents. Mais c'est un stade évolué et on ne sait pas ce que ça pourra donner à 20 ou 25 ans ou 30 ans. La deuxième grande question, on en a parlé déjà pour la butée, c'est le risque arthrogène, parce qu'on sait bien qu'une articulation menacée dans son intégrité tendineuse peut dégénérer en arthrose. Et est-ce que ces réparations, qu'elles soient d'ailleurs arthroscopiques ou open, on verra que c'est un peu les mêmes résultats, et bien cette arthrose n'est finalement pas très fréquente. Vous voyez que quand il y avait une atteinte d'un seul tendon, il n'y avait quasiment pas d'arthrose à 10 ans, et malheureusement une extension forte vers l'avant, vers le subscapulaire, aboutit quand même à 22% d'arthrose visible à 10 ans. Alors maintenant, on aborde le grand sujet qui est un peu un sujet des anciens contre les modernes, c'est-à-dire le ciel ouvert contre l'arthroscopie. Donc comme c'était des séries, je rappelle que c'était 2003, et on avait encore à peu près la moitié sous arthroscopie, la moitié à ciel ouvert. Et c'est Daniel Mollet de Nancy avec son chef de clinique qui a analysé ce critère. Et là, je dois dire, on a tous été surpris, moi le premier, puisque moi je suis arthroscopiste convaincu. Finalement, c'était entre de bonnes mains, il faut bien dire, ces patients open, mais il n'y a pas de différence clinique entre les gens opérés à ciel ouvert et les gens opérés sous arthroscopie. Concernant le risque arthrosique, là on peut se dire, il y a quand même plus d'arthrose dans la série ouverte. Eh bien oui, mais c'était faiblement significatif, malgré le chiffre de 24,5 par rapport à l'arthroscopie où on n'a retrouvé que 14% d'arthrose significative. On peut pas, c'est pas très important comme conséquence. Concernant le taux de cicatrisation, bon là, on pouvait penser que bien faite sous arthroscopie comme à ciel ouvert, ça cicatrise. Et effectivement, c'est dans 3/4 des cas le cas. Mais il n'y a aucune différence qu'on les fait sous arthroscopie ou à ciel ouvert. Donc en fait, pour répondre à la question qui m'a été posée, c'est marqué en jaune, on légitime la chirurgie ouverte, donc elle est encore pratiquée de nos jours, mais il n'y a pas de perte de chance, on ne peut pas blâmer un collègue qui continue à le faire à ciel ouvert, puisque indiscutablement, à 10 ans, les résultats seront sensiblement équivalents. Quant aux complications, là aussi, on pensait qu'il y aurait un peu plus de complications à ciel ouvert. Donc, c'est Pascal Boileau de Nice qui a analysé les choses. Pardon, je suis allé un peu trop vite. Eh ben, il n'y a pas de différence. Pardon, décidément. Il n'y a pas de complications, plus de complications pardon, à ciel ouvert qu'à ciel fermé, enfin sous arthroscopie. Ça a été clairement démontré. J'ai une diapo qui manque. Donc on ne peut pas non plus mettre en avant l'absence de complications ou la diminution des complications quand on fait ça sous arthroscopie. Enfin, concernant les gestes associés, ça c'est plus anecdotique. Sous arthroscopie, on peut bien sûr faire un geste sur le biceps. On peut faire un geste surtout sur l'acromioclaviculaire. Ça c'est le grand débat entre les chirurgiens de l'épaule. Que faut-il faire? Didier Pat recommandait de quasiment toujours réséquer l'acromioclaviculaire. Beaucoup ne le font pas du tout. Eh bien, il semblerait que la vérité est au milieu, c'est-à-dire que s'il y a des signes cliniques ou radiologiques de souffrance de cette articulation, il faut faire une résection associée de cet acromioclaviculaire. Les conclusions, c'était Pascal Boileau aussi. Il a analysé donc les complications et vous voyez que
il y a 13,6% de complications quand même. Il faut garder ça en tête, dont 6% de raideur et 6% de rupture itérative. Et il insiste beaucoup, et nous insistons tous auprès de nos juniors, que la raideur préopératoire est une contre-indication absolue à la chirurgie de la coiffe, qu'elle soit d'ailleurs ouverte ou sous arthroscopie. Concernant le taux de reprise, ça c'est important parce que ça c'est un peu nouveau, je pense. Enfin, ce n'est pas une notion que nous avions tous. Finalement, c'est une chirurgie efficace. Vous avez vu que les résultats cliniques sont tout à fait intéressants pour nos patients. Mais il y a quand même, il faut leur dire, 9% de reprise chirurgicale. Donc un patient sur 10 aura besoin d'être réopéré dans les 10 ans qui suivent. Ça, c'est une information, je dirais, à l'heure de l'information de nos patients. C'est important de le signaler à nos futurs opérés. Je conclurai sur une diapo absolument magnifique de Luc Favard, qui est un expert en animation des séries qu'il étudie, puisque sa conclusion était très claire. Il a comparé tous les types de ruptures. Le supraépineux isolé, c'est le groupe le plus fiable. Les choses vont bien, vous l'avez vu. Et sur le plan technique, en plus, ce n'est pas très compliqué sous arthroscopie. Alors que si ça s'étend vers l'arrière, vers l'infraépineux par exemple, le taux de rupture va augmenter, mais par contre, il n'y aura pas de risque d'arthrose plus important. Si ça s'étend vers l'avant, le taux d'arthrose va aussi augmenter, mais il n'y a pas de risque de rupture supplémentaire par rapport au supraépineux. Et enfin, il conclut sur cette phrase: dès qu'une extension se produit vers l'avant ou vers l'arrière, eh ben c'est moins bon. Et c'est assez logique. Et ça touche des gens un peu particuliers, d'une patientèle un peu particulière, puisqu'il y a souvent une notion traumatique, il y a souvent une notion d'accident de travail, etc. Alors, à 20 ans, j'ai encore un peu de temps ? Oui. À 20 ans, nous avons, sous l'impulsion de Christian Gerbert de Zurich en Suisse, on a aussi réussi à retrouver 322 dossiers de patients opérés 20 ans auparavant, donc en 1994. Et vous avez vu qu'on a quand même pu retrouver 126 patients à l'examen clinique, donc en consultation. Et parmi ces 126, 97 qui ont pu aussi être revus sur le plan anatomique. Et là, je ne vais pas m'étendre sur les chiffres, simplement pour vous donner les conclusions de Gerbert, qui étaient assez claires. Pour le supraépineux isolé, 66 cas, eh ben, on a obtenu finalement à 20 ans un score de constant qui est relativement comparable à la série à 10 ans. Et on ne peut pas non plus incriminer trop le taux de cicatrisation, vous voyez, pour le score de constant. Seul le résultat subjectif semble meilleur lorsque le tendon a cicatrisé. Bon, là, je vais passer. Je vous l'ai dit, la cicatrisation a lieu, et si elle a lieu, c'est quand même un peu mieux. Mais il n'y avait qu'environ 60% de tendons encore cicatrisés à 20 ans. Bon, là, on peut se dire qu'il y a aussi une évolution naturelle. La dégénérescence graisseuse n'a pas beaucoup d'importance. Donc, concernant le risque d'arthrose, l'autre grande question, ben là non plus, comme à 10 ans, le risque d'arthrose n'est pas majeur dans cette pathologie opérée. 87% de patients n'ont pas d'arthrose authentifiée et 32% par contre ont des épaules qui se pincent un petit peu en sous-acromial. C'est à 20 ans, hein, donc est-ce que c'est très important? Je ne sais pas. Ça peut être l'objet de certaines discussions. Donc voilà les grandes conclusions de l'équipe suisse. 2/3 de ces patients, 20 ans après, ont une épaule qui vaut 80% d'une épaule normale. Je crois que c'est quand même bien. Le score de constant reste toujours au-dessus de ce qu'il avait été observé en préopératoire. La cicatrisation est un facteur important. Cette étude confirme qu'il vaut mieux que nous obtenions une cicatrisation, et d'ailleurs tout le débat d'après avec l'aide biologique va dans ce sens, c'est-à-dire qu'il faut tout faire pour améliorer encore le taux de cicatrisation. 91% de ces patients n'auront pas besoin d'être réopérés, mais il faut quand même garder en mémoire qu'il y a 9%, donc un patient sur 10 à peu près, qui sera réopéré, et il doit en être informé. C'est vrai à 10 ans et c'est vrai à 20 ans. Mais seulement 3% ont eu besoin d'une prothèse totale d'épaule. 87% des épaules sont sans arthrose, je l'ai dit. Et enfin, le paramètre le plus prédictif dans cette étude à 20 ans est la dégénérescence graisseuse. Il faut rendre hommage à un chirurgien français, Daniel Goutallier. Cette dégénérescence graisseuse, cette infiltration est un facteur extrêmement important de pronostic pour notre chirurgie tendineuse.
Voilà, pour les ruptures massives, c'est la même chose. Je ne vais pas m'étendre non plus. Vous voyez que le taux de reprise est faible, la conversion en prothèse aussi. Le score de constant n'est pas très éloigné de celui du supraépineux isolé. Donc les ruptures massives ont aussi parfaitement bien réagi au traitement réparateur. Là, c'était essentiellement des réparations ouvertes. À 20 ans, on obtient à peu près la même chose qu'à 10 ans. Donc, pour conclure, voici les messages que nous avons essayé de faire passer à la Sofcote. C'est comment vont nos opérés à 10 ans et à 20 ans? Finalement, ils vont bien. C'est une chirurgie efficace à long terme. Est-ce qu'il faut obtenir une cicatrisation? Je l'ai dit, oui. Quand faut-il opérer tôt pour éviter cette extension, comme Luc l'a montré, vers l'avant ou vers l'arrière, qui est un peu péjorative? Comment opérer? Alors là, je réponds par le cœur et la conviction. Je crois que cette série montre qu'ouvrir, ce n'est pas une faute, mais c'est quand même maintenant acquis que l'arthroscopie permet de faire largement aussi bien que la chirurgie traditionnelle. Enfin, l'influence de l'accident de travail est indiscutable, comme dans toutes les pathologies d'ailleurs qu'on est appelé à traiter. Cette fameuse dégénérescence graisseuse est très importante. C'est une confirmation des travaux de l'école de Créteil. Il y a un risque de dégradation arthrosique, pas vraiment, vous l'avez vu, sauf s'il y a une extension antérieure. Enfin, et ça c'est un peu à contrario de l'école lyonnaise, il n'est pas nécessaire de faire toujours un geste sur le chef-long du biceps. Voilà, je vous remercie. Merci Jean-François, et on va demander à Luc Favard d'apporter son commentaire à cette très belle étude multicentrique. Merci Jean-François. Donc, je vais faire une première remarque qui est d'ordre général, mais qui est vraiment très importante, c'est que la France peut être fière de ses symposiums et le monde entier nous envie nos symposiums. Enfin, au moins à la Sofcote, je ne connais malheureusement pas les autres sociétés. Je pense que nous sommes les seuls au monde à pouvoir travailler 3 ans d'arrache-pied pour revoir des malades, pour récolter les résultats, pour les analyser et pour en sortir des papiers ou des études importantes. Quand vous allez dans les autres congrès et qu'on voit marqué symposium, c'est une juxtaposition de communications qui ont souvent pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Et ça me paraît vraiment quelque chose de fantastique. Alors, ce que Jean-François vous a pas dit, c'est que je crois que ce symposium en est un exemple parfait. Il s'est battu bec et ongle pour avoir l'accord du CPP, pour la CNIL. Donc c'est une étude qui a exactement tout ce qu'il faut selon les normes internationales pour être publiée, avec un numéro d'IRB, avec tout ça. Et c'est très difficile à acquérir. Et plus ça va, plus ces symposiums deviennent rigoureux. Et je crois même maintenant qu'il y a une connexion entre l'HAS et les symposiums qui augmente encore un peu plus peut-être le niveau de fiabilité et de responsabilité qu'on a, nous, dans les sociétés savantes, quand on fait ce genre d'études. Donc bravo Jean-François d'avoir réussi à faire ça, parce que c'était vraiment quelque chose. Ce qu'il ne vous a pas dit non plus, c'est qu'arriver à avoir plus de 400 IRM à 10 ans et 20 ans de recul, c'est pas facile. Et en plus, les avoir analysés, pour avoir analysé la fiabilité inter-observateur et intra-observateur, c'est eux qui l'ont fait, Jean-François, Philippe Collin et ton interne, voilà. Ça représente des heures et des heures devant les IRM pour analyser ça. Donc, on a là une série, enfin je pense qu'elle pourra pas être, ça ne pourra pas être fait, nulle part. On a là une série qui nous permet de savoir ce que donne la réparation de la coiffe 10 ans ou 20 ans après. J'imagine mal qu'on puisse recommencer à nouveau un tel travail, c'est tellement lourd, et donc c'est indiscutablement un travail de référence. Ce qui me surprend, c'est de voir que finalement, ces tendons, dont on dit toujours rupture, mais vous savez tous que c'est de l'usure, que c'est le talon de la chaussette, hein, c'est ce que j'explique aux gens, avec le temps qui passe, le tissu s'amincit, on voit presque au travers, il y a un petit trou, ça s'agrandit, etc. Puis finalement, ce qu'on fait, c'est guère plus ni moins qu'une sorte de reprise, où on essaye de se dépatouiller, de voir que 10 ans après, pour des ruptures isolées du supraépineux, 90% cicatrisent si jamais les conditions sont réunies en préopératoire, c'est-à-dire si la trophicité du muscle est importante. Et là, c'est encore une fierté de l'école française et de Daniel Goutalier d'avoir montré combien le muscle qui est au bout du tendon est important dans le pronostic et dans la fiabilité de la réparation.
Donc moi, je suis stupéfait de voir que 90% peuvent être encore sont cicatrisés à 10 ans, et même 2/3 à 20 ans. C'est quand même assez extraordinaire. Alors c'est vrai que dès que ça déborde un petit peu, on perd un peu mais finalement, ça reste quand même encore globalement correct 10 ans après pour une pathologie dégénérative d'usure dont on pourrait raisonnablement penser que ça ne va pas forcément durer très longtemps. Et je vous rappelle, ce qui a permis de juger les résultats, ce n'est pas seulement la clinique, qui elle est toujours pas trop mauvaise finalement, mais c'est l'anatomie, c'est-à-dire l'étude IRM de la cicatrisation. On sait ce que sont devenus ces tendons 10 ans après. Ce n'est pas simplement par des tests cliniques et par une appréciation par le patient. Voilà, c'est à peu près tout ce que je veux dire. Avez-vous des questions? Ah oui? Patrick Boyer. Ah bah, allez-y, allez-y. Justement, vous nous avez dit que les ruptures avaient un très bon résultat, réparées à plus de 10 ans ou plus de 20 ans. Mais alors, qu'en est-il des ruptures non réparées, à plus de 10 ans ou plus de 20 ans? Ouais, alors ça, c'est la grande question. C'est sûr que la méthodologie que nous avons employée, en particulier pour analyser l'IRM, j'ai oublié effectivement de le dire, est déjà relativement irréprochable, mais si on veut être plus royaliste que le roi, on aurait dû faire aussi, le temps nous manquait, une étude prospective pour effectivement comparer les lésions non réparées des lésions réparées, quelle que soit la technique d'ailleurs. Ceci étant, je ne sais pas si dans votre cas, vous seriez comme moi, c'est-à-dire moi, personnellement, je n'aimerais pas participer à cette étude parce que je me vois mal refaire de la chirurgie ouverte alors que depuis 15 ans, je fais de la chirurgie arthroscopique. Donc c'est un peu difficile, c'est l'éternel problème pour tous les chirurgiens d'ailleurs. Faire du prospective randomisé comme le font nos amis médecins ou les biologistes, c'est pas évident du tout sur le plan éthique ou sur le plan de la conviction personnelle qu'on a. Voilà, je n'ai pas de réponse à ça parce qu'effectivement, il n'y a pas. Ceci étant, il y a quand même un certain nombre de papiers qui montrent bien la dégradation. Je crois que la dernière, c'est... Voilà, c'est l'étude de Galas, qui est une ancienne présidente de la société américaine, et qui montre bien que ça se dégrade. Hein. Ceci dit, il y a des papiers, mais ce n'est pas du prospective randomisé. Hein. Ça, c'est sûr. On n'a pas le droit de dire que c'est franchement mieux d'opérer, sauf qu'on sait que ces épaules se dégradent lorsqu'elles ne sont pas opérées. Voilà. Oui, il est estimé à environ 4% le taux de cuff-thyratoplastie, donc d'arthrose majeure, au sein des ruptures massives de coiffe non opérées. Ce que Nier avait évalué, mais ce n'était pas scientifique du tout. Je crois que c'était plus une opinion. Une autre question? Oui, merci beaucoup. Philippe Montupet, Paris. Votre travail collaboratif est extrêmement impressionnant pour un chirurgien viscéraliste de surcroît pédiatrique. Merci donc. Et voici deux questions. La première, à plusieurs reprises, deux au moins, vous avez bien mentionné avant 60 ans et l'intervention précoce. Donc c'est une première question. Je suis un patient de plus de 60 ans avec cette pathologie non opérée. Et donc la deuxième question, c'est la place de la physiothérapie, c'est-à-dire de la rééducation en pré- et post-opératoire. Oui, votre première question est excellente. Et j'ai participé à un symposium il y avait longtemps avec Gilles et c'est moi qui ai fait le papier sur les lésions du supraépineux. Et c'est vrai que nous disions à l'époque qu'il ne fallait pas opérer après même 55 ans. Hein, c'était même pas 60, c'était 55 ans. Et qu'en plus, il fallait sûrement pas faire de l'arthroscopie pour des lésions rétractées. Donc vous voyez que les choses changent très très vite, puisque c'était, je crois, en 2002, et que 14 ans après, il est maintenant clair qu'on peut opérer des gens nettement plus âgés, même beaucoup plus âgés que vous, rassurez-vous, parce qu'on s'appuie, alors je vais reciter une étude multicentrique, et je suis désolé, les orthopédistes aiment beaucoup ça, qui a été faite au sein de la SFA il y a quelques années sur les réparations après 65 ans. Et on a clairement montré, j'ai plus tous les chiffres en tête, mais on a clairement montré que les résultats étaient satisfaisants aussi, le taux de complications pas très élevé non plus. Mais bon, pareil, c'est une étude rétrospective, ça. Mais c'était une étude multicentrique sur le territoire français, où d'ailleurs on a tous participé, et qui montre clairement qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et moi, personnellement, j'ai plus de limite d'âge, d'état civil, mais surtout physiologique. Parce qu'il faut rappeler que c'est une pathologie douloureuse surtout. Hein. C'est rarement invalidant. C'est pas comme une coxarthrose ou une gonarthrose où on ne marche plus.
on opère des gens qui souffrent. Bon, effectivement, de temps en temps, ils peuvent en plus mal utiliser leurs membres supérieurs. Enfin, globalement, c'est quand même une chirurgie de la douleur. Et la rééduque post-op qui a l'air de faire peur à notre collègue. Voilà, alors la rééduque post-op, j'ai pas mis de diapositive pour une raison très simple, c'est qu'on n'a pas pu isoler sur cette série assez ancienne comment il fallait la faire. Alors moi je peux juste vous donner l'expérience strasbourgeoise et puis peut-être que Gilles donnera l'expérience lyonnaise, mais à Strasbourg nous avons fait une étude prospective randomisée sur l'immobilisation ou non en post-opératoire, et la conclusion est qu'on obtient un taux de cicatrisation meilleur si on immobilise pendant 5-6 semaines, mais par contre on a plus de raideur et donc un résultat fonctionnel pénalisé par une raideur post-opératoire. Donc actuellement, chez nous à Strasbourg, nous on fait un compromis. On a une nouvelle étude prospective en cours, mais je n'ai pas encore les résultats. Donc en attendant, tout ce que je peux vous dire, c'est que je pense que la vérité est au milieu. On immobilise, moi j'immobilise 2-3 semaines, puis je démarre la rééducation passive puis active. Oui, je crois qu'on se rejoint tous actuellement. Jacques Caton. Oui, merci beaucoup Gilles. Une question, tu as dit que c'est une chirurgie de la douleur. Vous dites qu'il faut opérer le plus tôt possible pour éviter les dégénérescences arthrosiques et puis pour éviter non plus aussi que les lésions s'étendent. Alors qu'en est-il des patients qui sont calmés par des infiltrations, donc ils ne vont pas se faire opérer? De temps en temps, il y a des rémissions qui ont plus de 10 ans. Est-ce qu'on leur rend service finalement en les faisant attendre? Est-ce que les lésions ne vont pas s'aggraver alors qu'ils ne souffrent pas? Et faut-il leur proposer une opération systématique? C'est un peu la question que je pose. Oui, c'est une bonne question parce que ça traîne aussi beaucoup dans la littérature mondiale. Il est de bon ton de dire, après une rééducation bien conduite et un traitement médical bien conduit, il faut opérer les gens qui continuent à souffrir. Je crois que j'en suis encore un peu là. D'ailleurs, de toute façon, s'ils vont vraiment bien, on ne nous les envoie pas, hein, les rhumatos, les garbes. Mais objectivement, je pense qu'il faut être un peu plus agressif maintenant. En particulier pour les gens en forme, et puis les gens en forme de plus de 60 ans, ils sont légers, on n'est-ce pas? Merci beaucoup Jean-François de cette grande expérience.